mesdames, et merci d'être si nombreux au rendez-vous de l'écriture espagnole aujourd'hui. Je vais vous présenter les 3 écrivains qu'on a la chance d'accueillir, qui viennent tous les 3 d'Espagne. Ce sont de véritables Espagnols. Ils ne parlent même pas français ou très peu. Donc cela va se passer en espagnol. Nous avons notre aimable conteuse cubaine, Mercedes Alfonso, qui a accepté gentiment de tenir le rôle de traductrice. Voilà. Alors, je vais vous présenter les écrivains. Julio José Ordovás, qui vient de Saragosse et qui publie en France son premier livre, L'Anticorps, aux éditions de l'Olivier. Il est critique littéraire et il a publié de nombreux recueils de poésie. C'est un poète. Voici Kiko Amat, qui vient de Barcelone et qui a son premier livre aussi publié en France, aux éditions Asphalt, tout ce qui fait boum. Et vous verrez que ça fait boum. Et en dernier, nous aborderons le gros pavé de Aro Sainz de la Mata, le bourreau de Gaudi, aux éditions Actes Sud, traduit par Serge Mestre, qui est un invité du festival, qui ne peut pas venir aujourd'hui, qui sera demain au stand de la libraire avec son livre qu'il a écrit sur Garcia Lorca. Voilà. Alors, Julio, L'Anticorps, c'est un récit de jeunesse, c'est un roman d'initiation. Qui est l'Anticorps? L'Anticorps, c'est un jeune homme malade de sida qui va donc mourir dans un village du nord de l'Espagne. Alors le protagoniste, qui n'est pas cet homme malade, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, vous allez nous dire pourquoi peut-être, il parle à la première personne. Est-ce que c'est une façon pour vous de donner la voix à la jeunesse et d'être directement en contact avec cette jeunesse? Je vais sans utiliser la première personne. Pourquoi? Parce que j'écris. Si tu ne parles pas à la première personne, c'est difficile pour toi-même de croire. Et le protagoniste, donc, il découvre le monde au hasard de rencontres. Voilà, c'est un thème extrêmement récurrent qu'on retrouve aussi également chez les autres auteurs. La rencontre avec les autres. Parlez-nous de cette rencontre avec Un des romans qui sont pour moi une référence très importante, c'est le livre de la jeunesse. Donc, mon livre est en quelque sorte une adaptation, une inspiration d'un livre de la jeunesse amenée à l'actualité, à des temps actuels. Livre trésor, oui, exactement. Nous trouvons un parallèle entre deux mondes, le monde rural et le village, le monde de la cité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de quel est le parallèle entre ces deux mondes? Yo quería contrastar esas dos miradas, la mirada del niño. Oui, je voulais montrer ce contraste entre l'enfant qui grandit dans un village, dans un petit village, et l'adolescent qui arrive dans la grande ville et qui est complètement étonné. Ils sont vraiment une espèce d'horreur de se trouver dans la grande ville. Il y a un aspect du livre que j'ai beaucoup aimé. Le protagoniste aime se balader sur les toits des maisons. Il a une perspective très intéressante de la nature et de la ville. Pourquoi se balade-t-il sur les toits? Parce que moi-même, j'ai passé toute mon enfance à me balader sur les toits. J'ai monté même sur les toits pour écrire sur les toits. J'ai monté même sur les toits. Et pourquoi veut-il échapper à la vie en montant sur les toits?
Sí, porque Village Grand Enfer. Donc oui, il veut s'échapper, donc il monte sur les toits. Josu, qui est notre héros, l'autre personnage qui vient mourir dans ce village, il est un survivant, il vient de la ville. De quoi est-il un survivant? Surtout un survivant de la folie des années 80. Oui, c'est exactement ça, c'est la période des années 80, la jeunesse post-franquiste. Dites-nous un petit peu le malaise qu'il y a dans cette société. Pour la première fois, les jeunes espagnols avaient la liberté, pouvaient profiter, il y avait tout à leur disposition. Donc il avait la drogue. Bueno, es un momento de una creatividad extraordinaria, por ejemplo, musicalmente. C'est en même temps un moment d'effervescence créative, culturelle, la musique par exemple. Creo que dejó muchos muertos. Mais qu'en même temps, ça a laissé pas mal de morts. Justement, vous parlez de mort, il y a dans votre livre beaucoup de cruauté, de la violence, mais elle n'est pas seulement dans le livre, n'est-ce pas? Sûr, on le voit en Espagne, quand tu grandis dans un petit village, tu vois aussi la violence qu'il y a dans le petit village. Il y a de l'alcoolisme, il y a de la drogue, il en a parlé, il y a de l'agressivité dans cette société qui se retrouve donc dans son livre. Mais dans cette violence, il se dégage, c'est ça qui est très curieux, une certaine douceur. Est-ce que vous éprouvez de la bienveillance pour vos personnages? No sé, yo no siento compasión por mis personajes, pero Je ne sens pas du tout de la compassion pour mes personnages, sí los quiero. mais je les aime, mes personnages. C'est une subtile finesse, voilà. Justement, vous avez une affinité avec la nature et les animaux. Dans le livre, on dit que les animaux réagissent d'une manière plus humaine que les êtres humains. Dites-nous un petit peu à ce sujet. Los animales, no sé, yo crecí en mi vida, mi infancia fueron tan importantes los animales como las personas, ¿no? J'ai grandi entouré des animaux et dans mon enfance, les animaux étaient aussi importants que les gens, Y que les personnes. los conoces también como... Et tu finis par les connaître aussi bien que les personnes. Alors, juste pour terminer, le style de ce petit livre, c'est un style très vif, des phrases courtes, au plus près des émotions des personnages. Et comme je vous ai dit au début, c'est un poète et on reconnaît tout à fait des images poétiques. Il y a on se confond le rêve et la réalité, tout se mêle. Est-ce que le rêve et la réalité se mêlent vraiment pour vous? Oui. Pour écrire ce roman, j'ai dû me transporter et faire appel à tous mes souvenirs. Évidemment, les souvenirs se mélangent au rêve. Ce que j'ai lu dans le roman, et je voudrais vous demander si vous pouvez la faire vôtre. J'écris pour ne pas mettre de bombe. Esta novela, el personaje que es un yonki que va a morir a un pueblo, pero... Dans ce roman, il y a ce jeune yonki qui va mourir dans un village. Había un grupo que a mí me gustaba mucho y se convirtió en un mártir, que era Josu Espósito. Il avait un groupe musical que j'aimais beaucoup. Josu Espósito, Josu Espósito. se titulaba Bulto, y cantaba... Une réponse à ce monde violent, une réponse de la jeunesse. C'est des chansons anti-tout. Donc tu as envie d'attaquer, de te révéler, de crier. Donc toi tu écris pour ne pas mettre de bombes. Voilà, merci Julio. On va passer maintenant avec une transition tout à fait évidente, puisque on a parlé de bombe, et maintenant, voilà, on va parler de boom avec Kiko Amat. Kiko Amat, c'est un roman sur l'adolescence, c'est un récit de vie, c'est un roman d'apprentissage. C'est donc un point commun avec le roman de Julio Ordovás.
Il y a également un autre point commun, c'est les années 80, la jeunesse des années 80 après la période franquiste, dans une société qui est sans idéologie, où il y a une liberté totale et les gens ne savent pas, les personnes ne savent pas très bien quoi faire avec cette liberté. Donc ça va dans des déviances extraordinaires. Votre roman, donc, Tout ce qui fait boum, le héros s'appelle Panic Orfila. Drôle de nom, drôle de type. Bon, j'ai toujours mis des prénoms comme ça, mes protagonistes, parce qu'ils sont toujours des gens bizarres. Donc, on ne peut pas mettre un prénom tout à fait normal. Et c'était aussi une référence à la chanson Panique, un groupe musical. Oui, je reviendrai sur l'aspect musical de ce roman tout à l'heure. Le premier mot de ce roman, c'est obsession. À quoi l'obsession? Yo como persona, no como personaje, tengo En tant que personne, moi-même, j'ai une tendance à l'obsession compulsive. no diagnosticada, Pas diagnostiquée, autodiagnosticada. autodiagnostiquée. Y sin la parte de... Ça m'intéresse l'obsession parce que c'est comme le frère vilain de la passion. sin la parte de cariño. Es solo una C'est comme, voilà, comme un regard figé sur quelque chose, mais il y a une absence totale de tendresse. Alors le livre, il commence par la fin. Vous pouvez nous en parler de ce début? Al principio del libro Au nos début, on encontramos trouve le protagoniste qui vole à 111 km par heure parce qu'il vient de porque se acaba de estrellar en Vespa. Y desde allí empieza el flashback. C'est à partir de là qu'il va commencer le flashback à tous les souvenirs, à toute de sa vie, jusqu'à la fin. Donc dans ces quelques minutes avant qu'il s'écrase contre l'arbre, il va nous emmener dans ses souvenirs et dans sa vie. Alors un des grands souvenirs de sa vie, c'est sa grande tante Angèle. Dites-moi un petit mot sur cette personne très originale qui va lui inculquer une éducation hors norme. Les lecteurs ont une tendance effectivement à faire attention à cette tante. Porque Parce que le protagoniste, une fois les parents disparus, la seule éducation qu'il va recevoir, c'est celle qui vient de sa tante. Et la tante, que c'est la tante grand-mère, a une organisation terroriste de grand-mère dans les villages. Donc ils vont en faire des actes de vandalisme. destrucción de semáforos. Et ils vont détruire des feux. Así que, y la tía le dice que toda... Tante le dit que toute l'éducation institutionnelle, c'est un lavage de cerveau. Il a quelques phrases. Ne te mêle pas de... Le système veut anéantir ton libre arbitre. Libère ton esprit et tes fesses te suivront. Voilà le chant, vous voyez. Voilà. Bien, et cette tante va lui inculquer tout ce qui se résume par des mots finissant par isme. Enismo. Y mi Le protagoniste, de toute façon, c'est un enfant bizarre, comme moi-même. Y Et quand il est petit, déjà dès qu'il est petit, il s'intéresse à tout ce qui sont les avant-gardismes, les sismes, anarquismo, anarchisme, surréalisme, dadaísmo, satanisme y masturbación. et masturbation qui ne finit pas bien. Masturbacionismo. Masturbationnisme. Pero lo hace... Il a tendance à parler d'avant-gardisme toujours avec un ton très solennel, mais lui, il voit tout cela comme un jeu. Y un día es satanista y al día siguiente... Là, il change d'un jour à l'autre. Un jour, il s'intéresse par le satanisme, un autre pour le surréalisme, et un autre pour... Y él cree que va a Il impresionar... croit qu'il va impressionner les gens de l'école, mais les gens finissent par les jeter des pierres. Parce que les gens n'aiment pas les bizarreries. En fait, c'est le thème de la solitude et de l'exclusion. Il ne se sent pas adhérent à la société, il est en dehors de la société, il a un besoin extrême de reconnaissance et c'est sa manière à lui d'essayer d'attirer l'attention. D'ailleurs, il va faire des rencontres, c'est encore un peu comme chez Julio. Le thème de la rencontre, l'autre ne se définit que par rapport à la rencontre avec les autres. La rencontre décisive, c'est avec un groupe, encore une fois très bizarre, les vorticistes.
S'il vous plaît, parlez-nous de ce groupe. Vorticiste, moi existé pour de vrai, c'est un coranisme. Mais dans ces cas-là, mes vorticistes à moi, ce sont un groupe terroriste. On va le voir, on va vous donner l'impression qu'on est terroriste, mais non. Y es un grupo terrorista que actúa. Donc, c'est un groupe terroriste voilà, qui a comme but de détruire la grande tour de télévision de Barcelone pour laisser tout le monde sans télévision, que de toute façon c'est l'opium du peuple. Y lo que yo Et ce que je voulais raconter, c'est comment un enfant qui est déjà bizarre va rencontrer d'autres gens bizarres y cree et il croit que ce groupe de gens bizarres va être sa planche de salut. Mais en même temps, il ne va pas trouver sa place non plus dans ce groupe de gens bizarres. Donc c'est un message un peu pessimiste parce que finalement, ce groupe-là, il y a des points communs avec lui, ne devient pas non plus sa famille. Oui. Kiko Amat, vous vous mettez vous-même en scène personnellement dans le livre. Pourquoi? es muy sencillo. Como el protagonista se parece tanto a mí, o sea, soy yo el protagonista. Bon, c'est un peu difficile, mais en fait, comme le protagoniste, c'est moi-même, j'ai mis un autre nom, histoire que la famille et tous les amis ne croient pas que ce soit tout à fait moi qui dis ça, mais en même temps, c'était moi. C'était plutôt pour dévier l'attention. Ce personnage-là qui s'appelle Kiko Amat, c'est un type, par contre, qui est normal. Et comme ça, les gens pouvaient le croire. On va arriver à la fin du livre qui parle de la chute et là vous utilisez beaucoup le paradoxe. Vous dites par exemple que pour toucher le fond, le chemin est une côte à gravir. Esto es una canción de soul, C'est une chanson du groupe Soul. no, de música soul, Ah, de musique Soul, excusez-moi. que se llama It's an Uphill Climb to the Bottom, Il s'appelle comme ça. que quiere decir que hundirte, Il veut dire toucher le fond. que la caída es un esfuerzo. La chute, c'est un effort. Que ni siquiera caer es fácil. O sea, dejarte caer y hundirte es difícil. Même pas tomber, c'est facile. Con lo cual, esa caída es una caída, pero es una cuesta arriba en realidad. Que la chute, en fait, c'est un chemin à gravir. Vous parliez vous avez dit une phrase en anglais et dans ce livre, à tout moment, vous faites une petite incursion dans l'anglais et vous dites les Anglais ont un mot pour ça. Et ça donne une impression comme si vous vouliez encore argumenter votre sujet pour le renforcer encore. Les Anglais ont un mot pour ça. Parce que moi, quand j'étais enfant, je voulais être anglais. Porque lo de ser español Être espagnol n'était pas intéressant. no era muy interesante. Y nunca leí libros de... J'ai jamais lu de livres d'auteur espagnol jusqu'à que j'ai eu 35 ans. Por tanto, todas mis lecturas, Et toutes mes lectures de l'enfance, de la jeunesse, sont des lectures anglaises. aprendí a hablar inglés muy temprano para 7 ans, j'ai parlé déjà anglais poder leer pour pouvoir lire. los libros en inglés y no Je ne viens pas d'une tradition espagnole barcelonaise. porque me crié con libros ingleses, con lo cual me sale sin querer. Voilà, pour moi, la langue anglaise a des mots vraiment très précis pour dire quelque chose. Donc pour moi, c'est spontané, ça me sort comme ça. Les Anglais ont quelque chose, ils prennent 3 mots, ils le mélangent et ça donne quelque chose de nouveau. Ça complique beaucoup les choses. Donc pour un auteur, ça c'est merveilleux. Alors il y a l'aspect qu'il ne faut pas négliger dans votre œuvre, c'est la musique. Vous êtes, je crois, très sensible à la musique et à la fin du livre, il y a une playlist de morceaux musicaux, de jazz, de soul, de rock, de pop. La musique, c'est très important. Dans quelle mesure chez vous, je crois aussi pour l'écriture, n'est-ce pas? Moi, à part des auteurs, j'ai interviewé beaucoup d'auteurs en tant que journaliste. Y siempre les pregunto, Et moi, je les demande toujours, si llega a verlo, si vous devez choisir entre être un auteur et un roster, vous ferez quoi? Et tout le monde finit par répondre un roster. ¿prefieres escribir una novela? Ah bon, voilà. En plus, il faut mon accent, donc. ¿Prefieres escribir una novela o tocar en los Clash?
tocar en los Clash, obviamente. Por tanto, escribir novelas las... Donc, je n'avais pas de talent pour faire la première, j'ai fini par écrire des livres. Pero la música pop fue mi primer amor, mucho antes que los libros, y musique pop, c'était mon premier amour et ma première obsession. y la música pop, evidentemente. Elle est en tout ce que j'écris. Y por tanto aparecen no solo menciones a grupos, sino Pas seulement il y a les références dans les livres, mais aussi des morceaux entiers de chansons. Car pour moi c'est important, c'est comme ça que j'ai appris vraiment à écrire. y como por último, me gusta el pop como algo que no necesita una educación. J'aime le pop parce que on n'a pas besoin d'éducation pour cela. Soit ça te plaît, soit ça ne te plaît pas. Merci Kikon. Gracias. Nous allons terminer par le plus gros des 3 livres. C'était par ordre de taille. Le bourreau de Gaudi de Rosa Selamata, traduit donc par Serge Mestre et paru aux Actes Sud. Alors, c'est un policier, c'est un roman policier, et je vais vous avouer une chose, c'est que le roman policier moi-même, ce n'est pas ma tasse de thé, donc je ne cours pas vraiment après. De plus, les gros pavés, ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Et je me suis retrouvée devant ce livre et je vous assure, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai lu en 1 semaine, je ne pouvais pas le lâcher. C'est tellement captivant, c'est tellement une histoire rocambolesque, accablante, avec de la violence, avec de la douceur, avec des personnages très typés, en même temps hors normes aussi. Ça parle également de l'après-franquisme, ça parle de Barcelone. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la couverture. Alors, on a déjà Paro, 2 personnages dans la couverture. C'est Gaudi, puisque ce que vous voyez ici, n'est-ce pas, Rose? Bueno, la portada es que es básica para la novela, para la comprensión de la novela y el porqué de la obsesión de los personajes en la trama. La couverture est quelque chose de très important pour le roman. Oui, et pour expliquer aussi l'obsession de ces personnages. Alors, encore un mot, obsession. Vous voyez un peu les points communs qu'il y a entre ces 3 auteurs espagnols. Ça doit être inhérent à la... voilà. Un policier, vous n'en avez jamais écrit, c'est le premier policier que vous écrivez, pourquoi? Porque, bueno, me hicieron ver amigos, editores, lectores, que todas las novelas que había escrito desde la primera, incluso las para la juventud, había un trasfondo negro. Y entonces me animaron a, porque no escribes una novela negra. Oui, tous mes amis et toutes les personnes qui connaissaient mon œuvre trouvaient qu'il y avait toujours un fond dans mes écrits, un fond noir, quelque chose qui rappelait donc ils m'ont animé à écrire un roman policier. Merci. Oui, alors c'est un roman policier avec tous les ingrédients d'un roman policier. C'est-à-dire que vous avez un inspecteur qui est par moments odieux, qui est complètement instable, qui est plein de contradictions, qui est bourru, qui est un peu fou, mais que vous aimez, parce que vous les aimez comme ça, les inspecteurs. Bueno, es una de las cualidades del inspector Milo Malar. Es un personaje impredecible. Oui, c'est une de ses qualités de protagoniste. Il est complètement imprédicible, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Siempre está un poco al límite de todo. Il est toujours à la limite de tout. Pero es un personaje al que acabamos comprendiendo. C'est un personnage auquel on finit par le comprendre. Il y a à ses côtés, bien sûr, vous vous en doutez, une jeune sous-inspectrice qui est, elle, complètement tout à fait différente, puisqu'elle, c'est une idéaliste. Elle a une manière de se présenter, d'acheter des t-shirts, parce qu'elle a fait ses études aux États-Unis, donc elle a des t-shirts avec des slogans américains qui font vraiment contraste avec... Bueno, la intención era hacer un poco la burla
de toda esta especie de hábito que hay con el mito norteamericano de la eficacia, En fait, le but, c'était plutôt de se moquer de toute cette habitude qu'il y a actuellement de porter des slogans qui sont américains et qui sont efficaces. Simplemente es una ironía al respecto. Yo creo que ya está bien de acabar con esta especie de fama imperialista. Moi, j'essaie tout simplement d'ironiser, je crois que c'est bien de dire stop à toute cette célébrité ou une espèce américaine. Il y a aussi bien sûr une juge qui va avoir un très grand rôle dans le roman. Et pourquoi est-ce qu'elle rappelle l'inspecteur Milo au service? Parce que Milo, lui, il a été dispendu pour faute professionnelle, c'est ça? Bueno, la jueza lo llama precisamente porque al estar Milo siempre en el borde, es más fácil para él entender la mente criminal. Oui, la juge l'appelle parce qu'en fait, lui, comme il est toujours au bord de l'abîme, pour lui, c'est plus facile de comprendre. Por eso su capacidad para resolver casos complejos pues es alta. Donc, il a vraiment une capacité pour résoudre des problèmes très difficiles, de conflits. Y además porque es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Parce qu'il est capable d'arriver jusqu'aux dernières conséquences. Alors justement, il se trouve devant un crime odieux. Juste un petit mot quand même pour mettre l'ambiance. Bueno, sí, es odioso, no es terrorista como el de mis compañeros, pero... Oui, il se trouve vraiment devant un crime odieux. La primera víctima aparece quemada viva en un edificio de Gaudí que se llama La Pedrera. La première victime apparaît brûlée dans ce bâtiment qui s'appelle La Pedrera, qui a été conçu par Gaudí. Y además es una figura política del momento en Barcelona. C'est en plus une figure politique du moment, de cette actualité à Barcelone. De ficción. Ah oui, de fiction. Oui, justement, donc on parle des bâtiments de Gaudi et voilà un personnage qui arrive sur la scène et qui est Gaudi, donc cet architecte génial et un peu fou, même beaucoup fou je dirais, et la ville de Barcelone. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en scène ces personnages d'une ville et de son représentant mythique? Gaudí es un genio, lo sabemos todos. Nous, on le sait tous, Gaudí, c'est un génie. Y Gaudí para Barcelona es la joya de la corona. Et Gaudí, pour Barcelone, c'est le petit bijou de la couronne. Y como es Barcelona, que es una ciudad muy comercial, Comme c'est Barcelone, que c'est une ville très commerciale, si alguien quiere vengarse de Barcelona, matar Barcelona, lógicamente atacará los edificios de Gaudí. si quelqu'un veut vraiment attaquer Barcelone, la tuer, c'est compréhensible qu'il va essayer de commencer par les bâtiments de Gaudí. Voilà, parce que justement ce terroriste, si on veut, ce meurtrier va s'attaquer à la ville. Pourquoi est-ce que cette enquête que va faire Milo va semer la panique parmi les notables et les riches de la ville? Bueno, esto los lectores tendrán que descubrirlo. Oui, les lecteurs de Oui, un tout petit peu peut-être les mettre sur la voie quand même, parce que parler de Barcelone, qu'est-ce qu'on a fait de Barcelone depuis les Jeux Olympiques de 1992? Después de a la hora de organizar los Juegos Olímpicos de 1992, à l'heure même d'organiser les Jeux Olympiques de 1992, Barcelona sufrió una transformación espectacular. Barcelone a souffert une transformation spectaculaire. Fue el momento que benefició a todos los ciudadanos. Oui, c'était un bon moment, en fait, c'était bénéfique pour la ville et pour les citoyens. Pero no a todos. Mais pas à tout le monde. Hubo víctimas de la expropiación. Il y a eu des victimes d'expropriation, par exemple. Víctimas invisibles, víctimas de las que no se habla. Des victimes invisibles, des victimes dont on ne parle plus, on ne parle pas. Y para estas víctimas invisibles, la ciudad es la responsable de toda su tragedia.
Ces victimes invisibles, la ville est la responsable de toute la tragédie qu'ils ont souffert. A partir de aquí, bueno, viene la trama. Et c'est à partir de là qu'il commence le roman. Oui, c'est vrai. Et avec ce roman, on va se promener, c'est pas le mot qui convient. On va suivre une piste comme un jeu de piste à travers Barcelone et les différents monuments, bâtiments mythiques de cette ville qu'a construit et qu'a conçu et qu'a construit Gaudí. Sí, lógicamente, si las obras de Gaudí son la clave para el asesino, Oui, c'est logique, parce que si tous les bâtiments de Gaudí sont la clé de cet assassin-là, Gaudí también incorpora un misterio, digamos un enigma para todos los estudiosos. Gaudí va donc ajouter une énigme, quelque chose de caché. Todo esto me sirve para crear un rompecabezas Et tout cela me sert à moi pour créer un, je ne sais pas dire ce mot, plus casse-tête. es decir, un trancadís gaudiniano. Trancadís c'est la manière de Gaudí de construire choses. Je ne sais pas la parole française. Oui, et j'aimerais que, pour finir, peut-être que vous parliez de ce rapprochement, je ne sais pas, de ce parallèle. Vous mettez le meurtrier en parallèle avec Gaudí. Quel est votre... Il y a là une obsession qui se joue entre les deux. Bueno, decía que Gaudí es una figura enigmática. Gaudí est déjà une figure énigmatique. Su vida sufrió una transformación de 180 grados Et sa vie a souffert une transformation de 180 degrés. y nadie sabe muy bien por qué. Et personne ne connaît, personne ne sait exactement pourquoi. De ser un dandy que iba a las obras en carruaje, D'être un dandy qui avait un carrosse en exposition, a convertirse en alguien místico, muy austero, à devenir quelqu'un de mythique, avec une grande autorité, mystique. Esta transformación de Gaudí también la sufre mi asesino. Donc cette transformation de Gaudí, la souffre, va être souffre aussi par mon protagoniste. A partir de aquí encontré diferentes puntos de comparación. Et j'ai trouvé des différents points pour les comparer tous les deux. Mi asesino sufre un momento Mon assassin souffre à un moment donné, y a partir de aquí su vida cambia a 180 grados. et à partir de là, sa vie change aussi à 180 degrés, un peu comme celle de Gaudí. Y a partir de aquí la trama. Et à partir de là, Oui, on va pas en dire plus parce qu'il faut que vous lisiez le livre, mais je vais quand même terminer sur l'idée que j'ai soulevée en lisant le livre, qui m'est apparue évidente, c'est que les rapports avec le conte. Dans les contes, vous avez l'histoire d'un ogre horrible, méchant, qui dévore les enfants. Vous présentez Barcelone comme une ogresse qui dévore ses enfants. Il y a des êtres malfaisants, comme dans les contes. Il y a un sage, comme dans les contes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conte cruel? Sí, sí, efectivamente. Todo está en los cuentos tradicionales. si tout à fait, de toute façon, on retrouve tout dans les contes traditionnels. Forman parte de la cultura del ser humano. Ils font partie de notre culture, de la culture de l'être humain. Quise que hubiera un trasfondo de cuento de hermanos Grimm. Et peut-être il y a même un fond de conte de Grimm. La distribución de los personajes era muy sencilla. Donc la distribution des personnages était simple. Está el ogro, está el sabio, está los niños Il y a l'ogre, le sage, les enfants, la princesse. y también está la princesa y también está el antihéroe que es Milo. Donc il y a aussi l'anti-héros et la princesse. Les ingrédients. Oui, et pour finir, il y a peut-être un petit problème de... Je ne sais pas si c'est un problème de traduction, pourtant Serge Mess est un très grand traducteur. J'ai trouvé une expression qu'emploie Milo, enfin donc l'inspecteur, quand il s'adresse à sa sous-inspectrice, Rebecca, il l'appelle « vilaine fille ».
Je n'ai pas bien compris le sens de ce vilaine fille. Est-ce que c'est... En castellano, Milo llama a Rebeca chica dura. Chica dura es porque Rebeca es una mujer guerrera, vehemente, dura. Oui, c'est que Rebecca est une fille, fille dura. C'est une fille guerrière, combative, courageuse. C'est pas Il n'y a pas la correspondance. il n'y a pas vraiment l'équivalence entre l'espagnol et le français pour ça. Donc c'est pas vilaine en fait. Exacto. Y Bianchi tiene un matiz machista. Et puis elle a, oui, une espèce de un peu machiste, un peu masculine. Non, machiste. Que no es en absoluto la intención de Milo. C'est pas du tout l'intention de Milo. Si algo no es Milo, es machista. Il y a quelque chose qu'elle passe, c'est machiste. D'accord, je comprends mieux maintenant. Très bien, bah merci, merci beaucoup. Alors on arrive au terme de cette rencontre. Je vous engage à aller sur le stand de la nouvelle librairie sétoise qui a en charge tous nos écrivains espagnols. Tous les livres qui sont écrits. Il y a aussi pour ceux qui sont espagnols ici dans la salle, peut-être il y en a, qui aimeraient lire des livres en version originale. Il y a une petite bibliothèque idéale, enfin du moins c'est ce que la libraire voulait organiser, présenter en espagnol. Sinon vous avez donc les livres de nos trois auteurs ici. Ils sont à votre disposition pour faire des dédicaces sur le stand de la nouvelle librairie sétoise. Je vous engage en tout cas à aller discuter avec eux, continuer la discussion avec eux. C'est très passionnant. Voilà, merci beaucoup.